Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une chapelle disparue. La chapelle de la congrégation qui se trouvait en ville close. Alors comment la connaît-on? Eh bien tout simplement elle a laissé des traces dans les archives, elle a également laissé des traces dans l'iconographie, que ce soit dans les estampes, notamment si on pense à une estampe dans un ouvrage qui s'appelle La Bretagne armoricaine de Félix Benoît, qui date de 1865. On a un portrait de la ville vue du Blavet, et on aperçoit la toiture et le clocheton de cette chapelle. On a également, pour la porte d'entrée qui se trouvait rue Morissette, eh bien, un dessin et une gouache signés d'Auguste de Laval, dont on a déjà eu l'occasion de parler. On a également une collection de photographies, et notamment des photographies qui arrivent juste avant la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est au cours de ces événements, eh bien, ce sont ces événements qui vont causer sa disparition. Qu'est-ce que c'est que la congrégation? La congrégation, c'est un ordre religieux, on appelle aussi parfois Notre-Dame de l'Assomption, qui regroupe des laïcs, et qui a pour vocation, comme ça se faisait à l'époque, de prier la Vierge. C'est un ordre qui naît au XVIe siècle, qui disparaît au XVIIIe, et donc ces laïcs se retrouvent pour confesser leurs péchés, prier et organiser des processions en l'honneur de la Vierge. Peu à peu, ce groupe va avoir tendance à devenir un ordre de prestige, où on fait de moins en moins de charité, mais où on se coopte de plus en plus entre gens, on va dire, de bonne famille, et ce qui va peu à peu amener à sa disparition. Pour connaître aussi une partie de l'histoire de ce bâtiment, on a les archives, on va en parler, mais on a également la chance d'avoir conservé, alors plus exactement c'est un propriétaire qui se trouvait près du site de l'ancienne chapelle, qui a retrouvé la plaque de fondation, une petite plaque en cuivre qui fait 30 cm sur 40, et qui nous donne la date du 23 mai 1678, date de la pose de ce qu'on appelle la pierre fondamentale. Et cette plaque de cuivre nous donne des indications sur ceux qui sont effectivement présents au moment de cette création, mais on a également des documents d'archives, et notamment ce qu'on appelle le terrier. Le terrier, c'est un dénombrement des possessions et des revenus d'un espace. En schématisant, on peut dire que c'est un pré-cadastre qui donne une description assez précise des lieux, et avec ces deux documents, on le voit apparaître les personnages importants, notamment le premier, ce qu'on appelle le fondateur, c'est-à-dire celui qui fonde cette chapelle. Il s'agit de Vincent Beaujoin seigneur de Kermadio. Kermadio, c'est en Carvignac. Le manoir existe toujours. La famille va l'occuper des années 1630 après 1680, il me semble. Il est conseiller de la Cour des comptes du roi, donc c'est un laïc, mais il semblerait, puisqu'à partir de 1661, il est mentionné comme prêtre, qu'il ait pris le costume ecclésiastique. C'est intéressant, parce que justement, on voit un laïc qui s'implique dans la fondation d'une chapelle et qui aboutit à la prêtrise. Un autre personnage qui n'est pas noté dans la plaque, mais qu'on voit apparaître dans le terrier, c'est Jean de Monindreux, ou Jean de Monidreux, qui est lui maître cellier à la Villeneuve, et qui est le représentant des frères de la congrégation pour la déclaration du terrier. Donc là, encore une fois, on a un artisan, un maître cellier, qui préside aussi aux destinées de cette chapelle. Donc on est bien dans cette dimension de laïc engagé, comme on dirait aujourd'hui, qui préside à la construction de cette chapelle. On a sur la plaque, évidemment mention du premier ecclésiastique de la paroisse, qui est Joseph du Boutier de Kerlan. La famille du Boutier, c'est une famille très importante à Hennebont, qui a son château depuis le XIVe siècle à Saint-Gilles, et lui est le premier vicaire, il est chanoine de la cathédrale, premier vicaire d'Hennebont. Alors premier vicaire, ça veut dire qu'il est
il n'est pas directement le recteur de la paroisse, puisque le recteur de la paroisse est depuis le XVe siècle l'abbesse de la Joie, mais elle délègue ses pouvoirs à un vicaire en charge, lui, d'administrer les âmes de la ville. Donc on a là, comme il est d'usage, sur cette plaque, la mention du premier des religieux qui vient bénir et placer sous ses auspices et protections, comme dit le texte, la première pierre de la chapelle. On a également comme représentant de l'autorité le lieutenant général de Bretagne, monsieur de la Meilleraye, qui est en quelque sorte le gouverneur pour le roi de la province, avec cette particularité, c'est que en 1678, ça fait 8 ans qu'il n'est plus lieutenant général, puisqu'il a quitté sa fonction en 1670. Alors pourquoi est-il présent? Assez difficile de le savoir, hein. On n'a pas là-dessus de précision. Est-ce qu'il faisait partie de la congrégation? Est-ce qu'il s'était engagé à un moment donné? Mais en tout cas, c'est lui qui est cité avec tous ses titres. Alors je ne les détaillerai pas ici, hein. Vous trouverez une présentation dans un numéro du cahier d'histoire, un des numéros du cahier d'histoire, hein, publié par la Garde du Vœu, où la plaque est présentée. On a aussi, alors grâce au terrier, on a aussi le nom d'un deuxième fondateur, qui est David de Cléguenec, sire de Mélien. Mélien, c'est en Cléguer, hein, le château est en Cléguer. La famille de Mélien est présente dans la vie close, puisque dans le terrier, eh bien, on lui attribue 3 propriétés. Et on sait que David de Cléguenec, qui dans sa jeunesse a failli entrer dans les ordres, eh bien, va être enterré au Carme à sa mort. Donc là, encore une fois, on voit un noble, cette fois-ci, assez engagé, puisqu'il aurait connu l'état ecclésiastique. On a également, sur cette plaque, dans le terrier, on a la localisation et l'organisation du terrain, hein. On sait que, eh bien, du côté sud, la chapelle est accrochée sur la muraille, et l'on voit ça dans les cartes postales anciennes, et on le voit également sur quelques-unes des estampes dont je vous parlais tout à l'heure, que la chapelle est vraiment au bord de l'enceinte. On a une photographie juste avant-guerre, pris du bas, où on voit très nettement que la sacristie est à cheval sur le chemin de ronde de l'enceinte. Le bâtiment est en L. Donc vous avez, on va dire, la partie est-ouest qui est sur l'enceinte, et puis vous avez un retour vers la rue Morissette, où se trouve la porte d'entrée. On sait également qu'à l'est, on est dans le jardin de Madame de Mélien, et à l'ouest, c'est la propriété de Madame Guédon. Et au sud, on ouvre sur la rue Morissette, c'est la partie la plus impressionnante de la chapelle, que l'on connaît grâce au dessin et à la gouache de Laval, mais surtout grâce à des photographies qui nous permettent d'avoir une idée assez précise de ce décor, hein. Donc on est sur le pignon sud avec la porte d'entrée, on a quelques marches pour y monter, une grande porte en arc avec des décors de bossage sur les pierres. On a un très très grand linteau, hein, qui fait quasiment une corniche, hein, sur toute la longueur. Et puis on a ce qu'on appelle un cuir. Alors un cuir, c'est un élément de décor qui se compose d'une partie ovale, et vous avez de côté des éléments qui sont repliés un petit peu comme des feuilles de papier, hein. Et souvent sur le cuir on pouvait avoir la dénomination de Notre-Dame. Alors on pouvait avoir le M et le A pour Maria, mais on pouvait aussi avoir les armoiries des fondateurs qui étaient présentées. Et puis juste au-dessus de cette corniche, il y a une niche ornée de fleurs dans laquelle se trouve sur la carte postale une statue d'une Vierge à l'Enfant. Alors est-ce que c'est la statue d'origine, celle du XVIIIe, qui était là, ou est-ce que c'est une réalisation ultérieure du XIXe siècle? Là encore une fois, c'est difficile de le savoir. On a de part et d'autre de la statue sur ce deuxième niveau, 2 fenêtres, donc qui indiquent qu'elle devait sans doute éclairer. Alors non seulement il fallait éclairer la chapelle, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup, elle était prise à l'intérieur des bâtiments, donc l'éclairage n'était pas des plus importants, mais on avait sans doute la présence d'une tribune, hein, donc qui permettait, eh bien, peut-être aux seigneurs fondateurs de pouvoir assister aux cérémonies en étant en haut de cette tribune, éclairée par
par les fenêtres. On a aussi en hauteur sur le haut du pignon un oculus, hein, donc une grande fenêtre ronde qui est présentée. Donc voilà pour cette présentation un peu rapide. Si on va revenir on revient un peu dans la chronologie et dans l'histoire de ce bâtiment, puisque eh bien, celui-ci va être occupé au moment de la Révolution française, hein. Il va être demandé par la Société des Amis de la Constitution, et bien de pouvoir s'y réunir. Ils arguent du fait que cette chapelle est un foyer, on va dire, de résistance, hein, puisqu'il y aurait des messes organisées avec un prêtre réfractaire. Donc évidemment, si on est dans un bâtiment qui a cette vocation d'accueil de laïcs pour la prière, on peut imaginer cette situation. Donc il va être, en plus il va être donc pris par cette société qui va s'y installer et qui y débat. On a l'article des cahiers du Vieil Hennebont présente les cahiers d'histoire du Vieil Hennebont, hein, évoquent leur voisine, hein, Madame de Perrien, Bonne de Kerboudel, qui en fait assiste du haut de sa fenêtre au débat des révolutionnaires, et qui évidemment on a le dégoût, hein, puisqu'elle les appelle, j'ouvre les guillemets, hein, les canailles de révolutionnaires. Donc on a, hein, cette présence ici à l'intérieur de ce bâtiment. Il sera aussi le lieu de l'incarcération et des interrogatoires pour des prêtres réfractaires, notamment le père Vidello, hein, qui c'est un recteur de Bubry, et qui eh bien, y a été enfermé et interrogé. Alors on conserve pour cette période révolutionnaire, hein, pour 1792, un inventaire, hein, qui nous donne un petit peu une idée de l'orfèvrerie qui se trouve dans la chapelle. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein, on ne connaît pas du tout ce qui fait le mobilier et le décor éventuel de la chapelle, hein. On sait que la nef et les transepts sont couverts d'un lambris, mais ça c'est quelque chose d'assez, si j'ose dire, standard pour la période. Et là on n'a aucune trace, hein. Donc voilà, la chapelle au cours de la période révolutionnaire est assez utilisée, ce qui lui vaut au XIXe siècle une reprise en main, hein. On estime qu'elle est d'une utilité publique parce que s'y fait à l'intérieur l'instruction religieuse en français, et c'est notable en breton. Donc eh bien la ville d'Hennebont, la mairie, demande un état des lieux précis de cette chapelle. Il est réalisé en mars 1828, hein, par un dénommé Castel, et qui lui met directement en avant le risque d'effondrement, hein, et même le risque que le public peut encourir, hein, en expliquant eh bien, qu'est-ce qui se passera si jamais ça s'effondre sur quelqu'un en cours d'une instruction religieuse. Donc le devis fait un tableau assez apocalyptique de l'édifice. Difficile de savoir dans ces cas-là dans quelle mesure les descriptions ne sont pas gonflées pour pouvoir eh bien, faire augmenter l'aide financière possible qui puisse être obtenue. En tout cas, de la toiture jusqu'au sol, hein, l'édifice est annoncé comme ruiné, comme détruit. Les maçonneries sont lézardées, on utilise le terme corrompu. Donc on a vraiment un portrait d'un bâtiment qui souffre énormément. La ville va lancer un marché, hein, une adjudication pour la réalisation de ces travaux. C'est un dénommé Dano qui va les réaliser. Alors bon, c'est intéressant parce que là, on a un petit peu les différents types d'utilisation. Pour la maçonnerie, on va prendre de la pierre, oui, des carrières des granges, de la grange. Alors peut-être que ce sont les carrières des granges à Hennebont, qui sont les anciennes carrières de l'abbaye de la Joie. On utilise du chêne pour la charpente, du sapin de pays pour les lambris. L'état des lieux préconisait l'utilisation d'ardoises de Redon. Alors là, on ne sait pas si ça a été réalisé. Et puis, pour ce qui est de la mise en peinture, parce qu'on va jusque-là, hein, la mise en peinture des portes, on hésite entre la couleur ardoise ou la couleur olive, hein, nous dit-on. Donc, une grosse entreprise de restauration et de remise
en ordre et en œuvre de la chapelle au cours du XIXe siècle. En 1903, elle est confiée au chanoine Jean-Marie Lemoyne, dont on a déjà parlé, hein, qui est ce fameux chanoine historien d'Hennebont et à qui l'on doit le renouveau des fêtes du vœu. Eh bien, lui, il va obtenir pour 18 ans la concession de la chapelle pour y continuer l'instruction, le catéchisme en langue française, mais aussi, le précise-t-il, en langue bretonne. Alors, en 1944, évidemment, vous le savez, le 7 août 1944, hein, la ville d'Hennebont connaît des bombardements et un incendie qui ravagent la ville, puisque les 3/4 de la ville disparaissent, y compris une bonne part des maisons qui se trouvaient aujourd'hui à la place des Jardins. Hein, donc l'enceinte était entièrement dissimulée par des façades enfin plus que des façades, des maisons qui s'étaient accoudées au rempart. Et eh bien la chapelle de la Congrégation n'échappe pas à cet incendie, et l'on voit sur les photographies après-guerre, notamment celles qui sont prises de la rue Trottier, eh bien on distingue la tour Saint-Nicolas, et puis juste au-dessus, eh bien les ruines de la chapelle. Évidemment, toiture et charpente se sont effondrées à l'intérieur, donc on imagine sans peine l'état du bâtiment. Il y a quelques éléments de maçonnerie qui restent debout, hein. On voit des pignons, on voit des morceaux de mur, on voit la partie de la sacristie sur l'enceinte, mais évidemment, on sait qu'un bâtiment de ce type-là, même s'il reste des maçonneries, quand il y a eu forte chaleur, incendie, il y a des faiblesses structurelles qui entrent dans le bâtiment, et que malheureusement, pour le reconstruire, il faut entièrement le détruire. Voilà, on ne peut pas venir s'accrocher sur des ruines comme ça, d'autant plus si elles ont connu les flammes et les incendies. La déclaration de sinistre est faite le 20 juillet 1946, et quelques années plus tard, hein, à toute fin des années 50, on a un projet de reconstitution, c'est comme ça qu'il est intitulé, qui est fait par l'architecte René Milot, un architecte hennebontais assez connu, hein, qui habitait rue du Bourgneuf à Hennebont et qui a participé à la reconstruction de la ville, et lui fait son projet de reconstruction. On a la chance de conserver les devis, les plans et les coupes, qui date d'avril 1959, qui nous permet de nous donner une idée de ce qu'était son projet, mais peut-être aussi de la disposition qui était celle de l'édifice, parce que vu l'exiguïté entre l'enceinte et la rue Morissette, il n'y a pas beaucoup de place. Il semblerait qu'il soit parti dans l'idée de reprendre exactement les mêmes volumes que ceux initiaux de la chapelle. Mais elle ne sera pas reconstruite. Le choix, voilà, on ne reconstruit pas ce bâtiment, et au printemps 1661, le préfet autorise un transfert de créances, c'est-à-dire que l'évaluation qui avait été faite pour les dommages de guerre, la valeur du bâtiment qui était la chapelle de la Congrégation, la somme qui devait être donnée pour qu'elle soit reconstruite, et bien en fait est répartie entre Notre-Dame-de-Paradis, Saint-Gilles et Saint-Caradec. Donc les sommes sont divisées. Il semblerait qu'une partie ait servi à Notre-Dame-de-Paradis pour les vitraux de Max Ingrand, pour remplacer toutes les verrières de la basilique qui avaient été soufflées par les bombes. Donc c'est la fin de l'histoire de la chapelle de la Congrégation. On conserve une photo assez terrible, hein, après-guerre, où on voit un amas de gravats et juste les contours de la porte, de la baie dans laquelle s'inscrivait la porte d'entrée de l'église. C'est sans doute de la chapelle, pardon. C'est sans doute une photo qui a été prise au moment du déblaiement, parce qu'on ne voit plus les murs qui étaient debout sur les photos un peu plus anciennes, et on a juste comme ça ce porche qui est abattu, et à la place de la chapelle aujourd'hui, eh bien, se trouve une propriété privée. Et sans doute, ça mériterait d'être bien affiné. Peut-être qu'il y a une partie aussi qui est l'escalier qui permet d'accéder à la tour Saint-Nicolas. Il faudrait voir un peu comment ça peut se répartir sur un plan et sur le cadastre. Voilà, on conserve également, alors elle est chez un propriétaire privé, hein, la plaque de fondation en cuivre de la chapelle, plus tous les documents archivistiques et d'iconographie dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On va en rester là pour cette chapelle de la Congrégation, hein, élément de patrimoine disparu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.